OK, euh, nous allons poursuivre notre cours sur l'infection du site opératoire. Donc, nous avions vu les aspects liés aux généralités. Nous avons vu également euh, l'épidémiologie. Nous avons vu la pathogénie et même les facteurs de risque, les étiologies, bien évidemment. Nous avons vu. Et puis, nous allons poursuivre donc avec la classification de l'infection du site opératoire. Voilà. On peut classifier l'infection du site opératoire en local, c'est-à-dire en fonction des signes. C'est-à-dire elle peut être locale ou générale ou systémique. Et lorsqu'elle est locale, en ce moment, il n'y a que des signes d'inflammation locaux, tels que nous avons vu lorsque nous faisions le cours sur l'inflammation. Vous vous souvenez, lorsqu'on faisait le cours sur l'inflammation, je vous promettais même que lorsque vous aurez l'opportunité de venir dans notre site d'application pour des stages, on aura l'occasion de voir ces signes locaux d'inflammation. Donc, lorsque l'infection est locale, alors vous aurez donc des signes inflammatoires qui seront locaux. Maintenant, lorsque l'infection a déjà des signes systémiques, alors en ce moment, on a des signes d'infection qui n'est pas locale seulement, mais qui est également générale. Donc là, excusez-moi. Donc là, donc, vous aurez donc des signes généraux. Voilà. Maintenant, vous pouvez également, en fonction de la présence de pus ou pas de pus, n'est-ce pas, faire une certaine classification. Donc ça, c'est une classification qui peut être faite de l'infection du site opératoire. Mais l'une des classifications que vous devez absolument retenir, c'est celle-ci. N'est-ce pas? Sur cette classification, on vous présente la classification en fonction, n'est-ce pas, de la profondeur. C'est-à-dire, on a d'abord les infections qui sont pariétales. Et lorsqu'elle est pariétale, elle peut être pariétale superficielle, c'est-à-dire au-dessus du fascia. Vous voyez sur ce diapositive. Voici l'épiderme, n'est-ce pas? Voilà le derme qui est là, et voilà l'hypoderme. Donc, lorsque l'infection concerne seulement le derme, l'épiderme et l'hypoderme, et au-dessus du fascia, c'est une infection pariétale superficielle. Mais lorsqu'elle est en dessous du fascia, c'est-à-dire le fascia et les muscles, en ce moment, elle devient une infection profonde. Et maintenant, lorsque l'infection est encore plus basse, c'est-à-dire dans le foyer chirurgical profond, c'est-à-dire par exemple intrapéritonéal ou par exemple le cas d'une infection osseuse, en ce moment, il s'agit d'une infection de l'organe. Et ce que j'expliquais la dernière fois, pour dire que il faut pouvoir, lorsque vous avez une infection, essayer rapidement, n'est-ce pas, évaluer l'infection et regarder et la classifier selon ce que vous voyez là, ce schéma. C'est extrêmement important. Parce que là, ça vous permet même de définir d'autres éléments dans la classification que nous verrons. Maintenant, vous avez également des infections qui sont primaires et des infections secondaires. Une infection primaire, c'est lorsque l'infection découle du site chirurgical, c'est-à-dire dans le milieu chirurgical dans lequel nous avons travaillé, il y avait déjà une infection, un début d'infection, et puis en post-opératoire, l'infection continue. Là, c'est une infection primaire. Mais une infection devient secondaire lorsqu'elle arrive, une minute s'il vous plaît. Donc, lorsque l'infection est secondaire, elle arrive donc lorsque il n'y avait pas d'infection préalablement. Elle n'est pas directement liée à la plaie. Donc là, elle devient secondaire. Je prends un exemple. Par exemple, la semaine passée, j'ai opéré un patient qui avait un abcès appendiculaire avec des gènes multirésistants. Vous savez maintenant, de plus en plus, des gènes deviennent multirésistants. Donc, lorsque nous faisons la bactériologie, nous constatons des gènes multirésistants avec un appendice puctride. Donc, nous avons fait l'ablation de l'appendice et nous avons drainé la cavité. Mais il est resté une collection résiduelle, une fistulisation en post-opératoire. Donc, vous voyez, un contexte tel que celui-là est bien évidemment un rapport avec l'infection primaire qu'il y avait localement. Une appendicite simple donne un post-opératoire simple et une appendicite compliquée donne, n'est-ce pas, des post-opératoires compliqués. Donc, s'il y a un abcès déjà, alors il faut s'attendre à ce qu'en post-opératoire, vous ayez
des signes. Vous ayez des signes, une suppuration résiduelle, une suppuration profonde résiduelle, etc. Donc, voilà à peu près ce que vous devez connaître pour ce qui est de la classification en primaire ou en secondaire. Maintenant, vous avez également, en fonction du temps, l'infection peut être précoce, elle peut être intermédiaire ou semi-précoce, si on peut dire ainsi, ou tardive. Donc, précoce, selon ce cours, selon ce que nous vous disons, au-delà de 30 jours, vous allez voir, n'est-ce pas, que l'infection est précoce. Maintenant, entre 30 jours et 3 mois, l'infection sera dite intermédiaire et tardive, c'est lorsqu'elle survient après 3 mois. Donc, vous voyez qu'il peut arriver des infections qui surviennent après 3 mois. Donc, vous voyez que l'infection post-opératoire n'est pas seulement en précoce, c'est-à-dire lorsque le malade sort du bloc opératoire ou bien dans les jours qu'il est hospitalisé. Non, même après sa sortie de l'hôpital, le malade peut toujours faire une infection et revenir même se faire hospitaliser. C'est important. Maintenant, en fonction de la sévérité, l'infection peut être mineure ou majeure, là c'est clair. Une infection majeure, c'est lorsque vous voyez, elle est profonde, il y a une déhiscence de la paroi, une déhiscence du fascia, il y a même des signes systémiques. En ce moment, elle est majeure, elle est plus sévère. Et en fonction également du germe, vous avez une classification. Vous voyez là les staphylocoques, aureus, staphylocoques aguilules, positifs, négatifs, entérovirus, Escherichia coli. Mais ce que je voulais vous faire noter ici, c'est le fait que Candida albicans, également, qui est une mycose, est aussi une cause d'infection post-opératoire. Et les cultures que nous faisons souvent dans nos milieux, parfois on ne parvient pas à cultiver les mycoses sabro. Bon, nous avons la grâce qu'à l'hôpital de Tesla, dans lequel nous travaillons, le laboratoire, n'est-ce pas, nous permet de cultiver des champignons et de reconnaître lorsque nous avons une infection de site opératoire qu'il y a également des candidats. Voilà, nous revenons donc tout de suite pour parler de la prévention de l'infection du site opératoire. Je vous reviens. Merci.